Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 1 de 2026, qui s'étale du 29 décembre au 4 janvier. C'est le dernier épisode que j'ai à enregistrer avant d'être à jour, puisque ceux des semaines 2 et 3 sont déjà prêts sur YouTube depuis la fin de leur semaine respective. Il faudra que je me remette à jour sur la semaine 4. Pour l'instant, j'ai rien enregistré. Vu que j'étais en sprint final pour enregistrer mes derniers épisodes, ça va me faire bizarre de ne plus avoir 1 heure et demie environ d'enregistrement tous les soirs et d'avoir juste ma petite lecture à terminer et un mini bout d'enregistrement. Et que ça me laissera à nouveau le temps pour me faire des œuvres à côté en plus, parce que là, ça fait une semaine que j'ai pas joué, que j'ai pas regardé de série, que j'ai pas regardé de film. Je n'ai pas le temps. Et j'en ai plein à faire. Des jeux vidéo en live ou sur Switch, j'en ai plein en cours et envie de faire. Les films, il y en a quelques-uns qui sortent au cinéma récemment qui m'ont fait envie. Et j'aimerais bien voir la liste de ceux nominés aux Oscars qui est tombée aujourd'hui. Parce que pour l'instant, j'en ai vu 0 sur 10, littéralement. Et que c'est un arc que j'aime bien faire. Et même niveau série, tu vois, il y a plein de trucs que je suis en cours, en pause ou bientôt une nouvelle saison, il faut que j'avance. Alors c'était pas dans le sens dans lequel je voulais me coiffer moi. Et sinon, ouais, euh, je vais me calmer un peu sur les SK cette semaine, je crois. On va faire que 2 séances au lieu de 3. Parce que j'ai une épaule qui est bien en morceaux quand elle bouge, et 2 doigts bien douloureux. Donc on va changer le rythme, se faire que 2 séances et pas 3 pour les rendre un peu plus pertinentes. En plus de ça, changer de salle et changer de groupe, ça va être un peu différent, ça c'est cool. Et ouais, je sais pas pour la fatigue. J'ai pas respecté mes nouvelles heures de coucher et de dodo cette semaine. Alors pas avec de gros débordements, et toujours décalé d'une demi-heure max à peu près. Donc je sens que ça tire un peu plus en journée, mais on est encore raisonnable parce que j'avais prévu assez large avec mes nouvelles heures de coucher. Fini de parler de moi. On a 10 œuvres à traiter pour cette semaine-là. C'était ma deuxième et dernière semaine de vacances. Donc j'ai lu mes 7 mangas classiquement. Mais c'est que 2 séries différentes, donc ça va être plutôt rapide. J'ai eu le temps de terminer un jeu vidéo sur Switch 2, de regarder un film et de terminer une série. On va avoir du boulot, mais c'était une bonne semaine. On a 4 œuvres où j'ai mis 5 sur 5, donc que j'ai trouvé parfaite. Et derrière, on a 3 que j'ai trouvé bien, une que j'ai trouvée moyenne, et 2 seulement que je n'ai pas aimé. Franchement, ça nous fait une très bonne semaine avec un... Oh, je pourrais faire ça. 3,9 de moyenne. Ça, c'est zinzin, ça. C'est vrai que je pourrais faire ça, c'est intéressant, je pense, à analyser. Allez, je le garde alors. Bref, dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu le volume 4 de Demande à Modigliani. Donc toujours notre petite série artistique Slice of Life en 5 volumes que j'ai trouvé d'occasion et qu'on a enchaîné à 100% pendant mes vacances. Il me semble bien que je les ai récupérés depuis et qu'ils sont toujours pas rangés. Mais il faudrait que je la range à nouveau cette petite mangatech. Parce qu'une fois tous les 3 mois, c'est chargé à chaque fois, effectivement. On a encore une fois plein de sujets dans tous les sens liés à l'art, à la vie artistique, à la jeunesse, à l'entourage, à la motivation. Je trouve ça assez fou qu'on soit proche thématiquement des 3 volumes précédents, mais qu'il n'y ait pas vraiment de redite encore. Alors, oui, 5 tomes, c'est pas gargantuesque, mais se limiter uniquement à l'art et à son impact sur l'humain, il peut y avoir des redites assez facilement en 5 volumes. Et là, j'en ai pas spécialement décelé, c'est cool à voir. Donc je prends. On a par exemple Shiba,
qui va en stage, de prof, à l'école, qui en profite pour analyser à la fois des profs plus vieux que lui, parce que c'est une voie qu'il peut faire après ses études, pour analyser, les jeunes qui sont, à peine quelques années en dessous de lui, mais qui sont, beaucoup plus insouciants ou déjà beaucoup plus, motivés. Il s'en sert également pour refaire le lien entre ses envies et ses capacités et ses rêves, et surtout en assemblant tout ça pour mieux se comprendre. Ça marche bien, c'est, de l'analyse humaine pure et dure, j'allais dire c'est une des parties les plus intéressantes du volume, non. Shiba n'est pas le mieux servi. On a, Fujimoto qui est bien servi également, parce que depuis le début, il a son père qui lui parle pas beaucoup, qui a l'air de le freiner dans ses envies d'art, mais on a appris précédemment que celui-ci était fan d'art à une époque, ce qui pourrait expliquer qu'il connaisse la difficulté et refuse que son fils y aille. Mais il est juste extrêmement maladroit. On apprend ici que tout ce qu'il faisait depuis le début, c'était pour tester la motivation de son fils, parce que ben il est trop heureux et trop fan d'art. Arrêter son fils, mais il fallait quand même un peu le tester parce que ça reste un domaine compliqué à travailler dedans constamment. Ça marche bien, c'est super humain, parce que les soucis de communication, quand c'est fait comme ça et pour que ça aille dans le bon sens, et pas juste des quiproquos à la con, ça marche bien. Par contre, c'est Mo qui est moins bien mis en avant. Il a un chapitre où il rencontre un de ces jeunes femmes, un de ces jeunes fans, pardon, autant pour moi, ça va, j'ai confondu star et pédophile. La ressemblance peut être très ressemblante, parfois, waouh. Ok, je suis peut-être un peu fatigué, peut-être un peu. Heureusement que j'ai une mini critique pour me reposer dessus, je crois, parce que effectivement, j'ai le cerveau un peu embousé. Donc oui, juste tous les deux, bah, ils discutent, ça les motive mutuellement, mais c'est pas très intéressant ni très poussé. Et il y a un chapitre où il est super déprimé, mais il a des bons potes, donc ça va mieux. Encore une fois, c'est des trucs normaux, humains et artistiques à présenter, mais quand même vachement moins intéressants. Le dernier sujet soulevé, c'est un peu les travaux d'intérêt généraux, parce que, bah, par exemple, à la bibliothèque de l'école, les tableaux sont en très mauvais état. Leur but, c'est de les remettre en valeur, ce qui peut donner un sens évident et facile à l'art. Petit sujet bonus, on prend, mais c'est pas le plus intéressant. Un poil trop de phrases dans ce volume pour être excellent, mais des bons passages sur Shiba et surtout sur Fujimoto. Donc, un A. J'ai ensuite lu le cinquième et dernier volume de Deux mondes à Modigliani. Tout d'abord, il faut soulever que c'est bizarre de traverser des études entières en 5 jours de lecture, et surtout de traverser 5 ans de parution en seulement 5 jours de lecture. Intéressant à prendre dans des séries qui se suivent bien, avec des scénarios qui se tiennent de bout en bout, un gros fil rouge et tout. Pour du slice of life, beaucoup trop rapide, et ça ne va pas jouer en la faveur de la série, qui ne va pas rester fixée très longtemps en moi, malheureusement. Un peu plus parce que les volumes sont bien, pas assez parce que un peu trop enchaînés. On termine sur les derniers sujets qu'il reste à traiter. On suit un petit peu la petite sœur de Shiba. En effet, celle-ci fugue et embête nos trois camarades parce qu'elle est trop incertaine au niveau de son avenir, qui raconte donc l'étape avant le moment où on a rencontré nos personnages, avant de trouver une piste d'études, une fois que t'es un peu plus libre au niveau scolaire, enfin études ou autres du coup, hein, évidemment. Et ça c'est très intéressant comme questionnement, c'est une question que j'ai souvent dû faire face, logiquement, mais j'ai jamais su répondre. À toute fin du lycée, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je suis parti en compta au hasard d'une discussion avec ma sœur au Noël de terminale. Après le BTS, je sais pas quoi faire. J'ai juste continué en compta sans but précis derrière. À la fin de la licence,
J'en avais marre de la compta, mais je savais pas quoi faire. Je suis parti en logistique parce qu'il y avait, une matière que j'aimais bien en commun. À la fin du master et l'alternance liée, j'étais en mode: «Bah, je sais pas ce que je fais» et à chaque fin de contrat, je suis en mode: «Bah, je sais pas ce que je fais, ni, quel métier je veux faire, ni si je continue dans cette voie ou pas. Je sais pas». Donc bah, c'est les questionnements qui marchent, bien sur moi, on peut dire. C'est un sujet qui me parle un peu. Ensuite, on a, Shiba qui est, très perdu pour son projet, de fin d'études. Il faut que ça soit marquant, il faut que ça lui plaise, il faut que ça passe dans les temps. Il y a beaucoup de contraintes dans tous les sens, plus c'est un peu le dernier travail à faire, donc il faut tout donner dedans. Et en plus, ben, il se rappelle de celui, de sa camarade de classe qui est parti au début du manga. Donc, il prend, des cours de soufflage de verre en plus, parce que, ben, on continue d'apprendre même en fin, d'études. De leur côté, on a Fujimoto qui a du mal à se motiver pour le projet de fin d'études et qui n'avance pas du tout. Et il faut que ce soit sa rivalité avec Mo qui le motive, parce que il y en a un qui est considéré comme un génie, l'autre comme un travailleur. Les deux ensemble qui se reconnaissent, ça fait une belle émulsion. On a des questions sur un futur heureux un peu plus classique, juste parce qu'il y a un chat qui apparaît chez Mo. Donc il se dit: «Ah, si j'ai un chat, peut-être je pourrais avoir juste une maison, une femme, des enfants, un métier classique, vivre une vie classique et ça serait mon bonheur?» C'est des questions qui marchent bien. Le moment qui m'a le plus touché, c'est tout l'enchaînement, final. Le dernier hiver qu'ils passent, ensemble, ils savent que c'est le dernier, ils en profitent pour faire tout au max. En plus, c'est un gros et bel hiver, ça marche bien. Ils font enfin leur petite exposition finale à 3. Elle est exceptionnelle, les 3 se sont bien compris et assimilés. Et le final en demi-teinte marche très bien. Ils sont dans leur voie, ils ont leurs idées, ils ont pas forcément réussi leurs études, parce qu'ils ont pas tout ce qu'il faut, mais ils se séparent et continuent d'avancer et à se poser des questions, parce que ça n'en finit jamais. Même quand tu trouves une voie qui te plaît et qui te motive tous les jours, est-ce que tu vas la pousser à l'infini? Est-ce que tu vas pas soulever des problèmes par-ci par-là? C'est compliqué. C'était très intéressant, demande à Modigliani. Je comprends pourquoi je l'ai croisé moult fois dans ma tweet list. Aucun regret d'avoir pris d'occasion, c'était très bien. Je ne sais pas quand est-ce que je les relirai, parce que ça fait un moment que je n'ai rien relu et que j'ai encore plus de 100 tomes chez moi que je n'ai jamais lus. Donc ce qui fait que ça nous prend au moins 100 jours. On verra bien quand est-ce que ça se relira, mais ça, il y a des chances que ça soit gardé un moment. Ensuite, j'ai terminé Nintendo Switch 2 Welcome Tour. C'est évidemment, bien moins bien que ses, prédécesseurs. Donc, Wii Sport pour la Wii, Nintendo Land pour la Wii U. J'ai pas fait, One to Switch pour la Switch, mais je sais pas si c'est lui qui a ce rôle et il a l'air quand même un peu plus fun. Parce que là, on a, juste un musée sur lequel, on se déplace sur les, différentes parties de la Switch 2. Donc, l'écran tactile, le Joy-Con gauche, le Joy-Con droit, la caméra, les volants, la manette pro, l'intérieur des Joy-Con. Il doit en manquer un chouille. Mais bon, bah, c'est des mondes, bien chiants et bien moches. Devoir, fouiller ces jeux pardon, devoir fouiller ces zones pour trouver, des tampons qui n'apparaissent même pas au loin et des objets perdus inintéressants qui n'apportent rien, c'est pas le plus, intéressant, on va pas se le cacher. Ce qui marche bien, heu, c'est les petites démonstrations et les mini-jeux. Ils sont plutôt prenants, ils marchent bien, ils permettent bien de montrer, les différentes capacités techniques de la console et de ses composants. Mais bon, ça n'en fait pas vraiment un jeu. On ne peut pas tout faire quand on n'a pas la 4K et pas de caméra. C'est cher pour ce que c'est 100 oubliable, il y a pas grand chose à dire de plus, c'est rapide.
C'est pas des mini-jeux non plus que tu veux bosser pour essayer d'avoir le meilleur score possible et toutes les médailles. Genre, ceux qui font ça, chapeau à eux. Et le gameplay à la souris, même s'il répond bien, et que pour le coup, faut faire des trucs moins chiants que avancer en soulevant en boucle comme sur Drag and Drive, ça reste un système qui est assez désagréable, je trouve. D'avoir une souris verticale aussi fine et de la poser soit sur tes genoux, soit par terre, tu manques d'un appui réel et pratique. Et c'est pas très agréable à jouer. Mais en soi, j'ai pas passé le pire des moments du monde et je l'ai quand même fait le plus que je pouvais. Donc pas à 4K, pas à la caméra et pas toutes les médailles au max. Ils sont fiers de technologie, c'est intéressant de voir ce qu'ils en pensent, de ce qu'ils ont pensé pour la création, de ce qu'ils ont fait évoluer, de comment ils l'ont fait. C'est un truc très cool pour les fans de tech. Je suis pas plus que ça. C'était bon à prendre. Mais voilà, ça mérite pas 10 euros. 20 euros 10 euros, je crois. Pas grand-chose à dire. Ensuite, j'ai lu le volume 1 de Dan Dadan. Je suis un peu difficile avec lui parce que j'ai découvert la série sur Manga Plus à peu près pendant le volume 15, si je ne m'abuse. Donc pendant l'arc de la déléguée, dont on parlera prochainement, parce que j'en suis actuellement à 10 volumes lus, donc on s'en rapproche. Et je suis les chapitres toutes les semaines, depuis le volume 15 et jusqu'au volume 22 ou 3, où on est maintenant. Donc revenir d'un coup au volume 1, ça fait bizarre. Parce que j'avais un bien meilleur souvenir du début de la série, parce que ça a été un peu effacé par tout le reste que j'ai découvert après, et qui est bien meilleur. C'est déjà beau, les personnages sont déjà attachants, mais le focus très forcé sur les corps féminins dénudés et sur les bananes, c'est vraiment abusé. C'est souvent le cas dans les premiers volumes de plein d'œuvres, histoire d'attirer le chaland, en mode «Oh, regardez, il y a des nichons, nous aussi, lisez notre manga, il est bien!» Et après, ça disparaît petit à petit, sauf pour les mangas qui se sentent obligés de continuer ça en boucle. C'est des choses qui arrivent. Là, c'est quand même un peu justifié par le scénario, mais bon, justifier ça par le scénario, c'est pas une bonne chose, il faudrait juste que ce soit pas là, tout simplement. Mais en dehors de ça, les 2 personnages, pour l'instant, ils sont 2, sont trop mignons dans, le fait d'être taquins l'un envers l'autre, dans le fait de partager leurs bizarreries respectives, avoir le moindre respect pour la bizarrerie de l'autre, alors que finalement, ils sont assez proches, on va dire. Et même la façon dans dont ils ont confiance en eux ou pas, et dont ils font assez rapidement confiance aveugle à l'autre, ça marche très bien. Le duo est super, ça y a pas de souci. Le manga est très beau, y a pas de souci non plus. Et en plus de ça, on a un très beau bestiaire qui peut être très vaste, vu que ça va des aliens aux yokai, et ça va offrir des beaux combats. Le problème, c'est que ce volume 1, il est un peu mou, et il est un poil trop coquin malheureusement. Juste ouais, une légère déception sur la folie qui est pas placée aux bons endroits, les sujets gênants qui sont trop mis en avant, et le fait qu'on est moins poussé qu'au volume 20, et ça c'est ma faute, j'aurais dû me souvenir mieux du volume 1. Mais potentiel de fou, qui sera bien utilisé, je le sais. Il me faut la suite, tout de suite, parce que là pour l'instant, mauvais départ et un vilain B. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de Dan Dadan et je me suis déjà un peu plus retrouvé dedans. J'aime beaucoup la fin du combat qu'on a contre Mémé Turbo. Il est beaucoup plus malin que ce qu'on a eu jusqu'ici, en utilisant très bien les décors. À la Sakamoto Days, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, faut croire. En utilisant aussi très bien le train, littéralement. Bon, ça fait partie du décor, mais le train particulièrement est bien utilisé et c'est super original. Et en utilisant le cerveau, c'est-à-dire
se servir des faiblesses, d'ego et les fragilités de Mémé Turbo pour appuyer dessus et l'emmener sur un terrain sur lequel on finit par avoir l'avantage. Ça marche bien, c'est, très cool. Ensuite, on a un petit passage au lycée. On pourrait croire que c'est inintéressant et relou, mais pourtant c'est le premier moment, posé, du manga, qui aide à poser les personnages et à créer des sentiments par-ci par-là. Ça marche bien, ça fait plaisir et le fait qu'il soit, lycéen est un gros sujet d'ailleurs, parce que, ben, c'est pas évident de traiter à la fois ses sentiments, les aliens, les yokai, tout en ayant, bah, un train de vie de lycéen, avec des amis, de la popularité, heu, de l'éloignement de groupe, des premiers amours, pas d'argent. C'est assez original que ça soit utilisé, comme ça, donc je le prends. La mission fil rouge est originale aussi, hein, vu qu'on est en mission couille, littéralement. Notre personnage principal a perdu ses couilles, la honte pour un homme, et le but des personnages, c'est de les retrouver. C'est très original. Heu, est-ce que le fait que ce soit original soit une qualité ici? Pas forcément, hein, si personne l'a fait, il y a peut-être une raison. Mais on nous fait apparaître un, 3 personnage qui est, bien différent des 2 premiers, puisque Aira parle beaucoup de la confiance en soi et de la beauté, extérieure, puisqu'elle se sert, des 2 pour forcer le fait d'être très populaire et en avoir des récompenses dans tous les sens. On a donc un gros quiproquo entre elle et notre duo, principal, qui crée des difficultés en plus d'un nouveau yokai qui apparaît, qui, heu, semble être un personnage super maternel, qui est montré comme super humaine directement, bouffe littéralement, tout le monde dès lors qu'ils la contredisent et qu'elle n'arrive pas à les protéger correctement. C'est vraiment le côté maternel et protecteur poussé à son maximum, quitte à être, ben, littéralement dangereuse, hein, manger les gens que tu veux protéger, c'est pas le top du top. Voilà, là, c'est un peu une hot take et je risque d'en choquer plus d'un, mais franchement, mangez pas les gens que vous voulez protéger, hein, par pitié. Le potentiel est, beaucoup mieux utilisé, parce que les personnages sont un peu plus posés, sont encore plus humains, ils sont encore plus liés. On se lance dans une suite d'arcs qui peut être très intéressant. Et surtout, il y a beaucoup moins de cul, donc on perd beaucoup moins de temps là-dessus, et c'est quand même vachement mieux. Ouais, à mort le cul! Vas-y, il faut que j'arrête de regarder mon portable là, quand je fais mes petites pauses là entre les tomes. Ça me détruit le moral. On est 3 à essayer de s'organiser pour se faire une séance de grimpe demain. On a le choix entre 2 salles, soit dans le centre-ville, soit proche de nos boulots respectifs. Il me manquait une info sur l'horaire, donc je pensais que proche du boulot ce serait plus pratique pour tout le monde. Je viens d'avoir l'info et de dire que finalement bah, c'est ok pour les deux. Et avec les autres, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Parce qu'il y a une personne qui a dit bah on peut aller à l'autre finalement. Et l'autre personne fait on fait quoi? Je comprends pas. C'est trop bizarre de faire ça. La personne n'a rien proposé. Elle fait que dire ah ok c'est ça le plan. Une fois qu'on s'est décidé que à deux. Et de dire on comprend rien au plan là, c'est impossible de gérer avec vous. C'est normal du coup en faisant aussi peu d'efforts. Bref, du coup on est là pour parler de bonnes œuvres et pas pour parler de ça. Ensuite, donc, le volume 3 de Dan Dadan, qui continue d'être dans son bon et plein potentiel. On a la fin de cet arc du yokai acrobate. C'est très rapide, ça va être super rapide Dan Dadan dans l'ensemble, donc ça marche bien. Encore une fois, c'est un combat plutôt malin. Elle est largement plus puissante que eux. 3, littéralement, elle est plus puissante que les 3. Et le seul truc à faire, c'est d'essayer de fuir longtemps en la faisant les chasser pour qu'elle se coince d'elle-même avec sa très longue chevelure. Mais le combat ne se fait pas sans difficulté et sans sacrifice,
puisqu'il y a littéralement un des 3 personnages, qui meurt et donc même le yokai, maternel peut terminer son arc narratif en, protégeant la vie de quelqu'un, en étant prêt à donner la sienne. Ce qui est un bien meilleur système que d'être dans le mode protéger quelqu'un en enfermant la vie de cette personne. C'est quand même vachement mieux dans ce sens-là. Et voilà, en plus, de sauver la vie de quelqu'un et de finir donc en étant une excellente, mère, on a le droit à un joli flashback qui est, terrible. Parce que cette personne était une humaine à la base, elle a eu une sacrée vie de merde, où elle a pensé, constamment être une très mauvaise mère, parce qu'elle est pas dans le système classique, de bonheur que peut avoir un enfant. Mais ben, tant que la mère, l'aime et est présente, c'est une bonne mère, parce qu'elle fait son max pour lui donner ce qu'elle peut, malgré son horrible vie. C'est, trop touchant, c'est trop mignon. J'aime beaucoup quand on a des monstres qui sont humanisés comme ça, parce que les humains et leur caractère et leurs émotions, bah, c'est trop bien. Et on a donc déjà récupéré une des 2 boules d'Okarun. Le manga va être super rapide en fait. Voilà, ensuite on repart en mode un peu tranquille au lycée avec un arc full jalousie pour Momo. C'est intéressant à voir et à apprendre. Parce que maintenant elles sont 2 tourterelles à tourner autour de Okarun, donc ça va être un peu plus rivalité et ça va être un peu plus intense. Mais en même temps, bah, c'est un peu ce qu'il faut pour aider à créer leur relation et les aider à se pousser un peu plus vers l'avant. Et derrière, ça sprint max dans un autre sujet qui est hyper difficile. De l'eau dans le lycée, des aliens, une crevette boxeuse, Nessie, donc le monstre du Loch Ness. Ça fait beaucoup d'éléments d'un coup, beaucoup d'éléments que tu pensais pas voir et encore moins ensemble. Le manga est toujours très surprenant et en profite pour être toujours super humain et pour être très prenant. Parce que ben, ses adversaires sont durs à affronter, même avec les nouveaux pouvoirs d'Aira. Donc les personnages sont obligés de se réconcilier en plein combat, c'est intéressant à voir, ils sont trop mignons. Ils sont, encore une fois, très malins, nos petits élèves, parce qu'ils finissent par trouver un plan pour pouvoir se déplacer plus rapidement dans l'eau et faire face aux créatures aquatiques littéralement qu'ils affrontent. Et ils sont donc très largement désavantagés. Et on en apprend un peu plus sur le fonctionnement des aliens, qui ont des petits côtés humains aussi. Par exemple, ils ont pris des aliens intérimaires, coucou mon frère, pour se faire une petite armée un peu plus puissante et avoir plus de force de frappe. Et comme ils ont aucun respect pour eux, ils en profitent pour les faire fusionner ou pas fusionner avec, et gagner encore en puissance. C'est très complet, il y a plein d'idées dans tous les sens sur les personnages adverses, et je dis bien personnages parce qu'ils sont super humains et attachants, et en plus de ça, notre petite bande se remplit un petit peu plus, les relations sont bien mises en place, et les personnages fonctionnent super bien tout seuls, et ensemble, c'est trop agréable à lire d'un bout à l'autre. Est-ce évident? Je ne comprends rien à ce que j'ai écrit dans ma mini critique de ce volume 4 de Dan Dadan. Ma première phrase, c'est gros cerveau d'espèce proche. Je crois. Ah ouais, ok, waouh. C'est parce que les attaques de l'alien crevette les font penser à la crevette pistolet, la créature qui existe vraiment sur Terre, et qu'ils font donc le lien avec leurs connaissances qu'ils ont appris dessus pour annuler ses pouvoirs, s'avantager à nouveau et, encore une fois, utiliser leur gros cerveau, leurs connaissances et leur humanité pour déjouer ce qui arrive face à eux qui paraît insurmontable et incompréhensible. C'est trop cool de voir ça comme ça. Et en plus de ça, on a le droit à une très belle attaque commune à 3 à la fin, qui montre que le trio a vraiment commencé à se créer et est prêt à affronter les menaces ensemble. La preuve d'ailleurs dans le petit moment de calme derrière, où Eira est littéralement prête à sacrifier toute sa popularité
alors que c'est toute sa vie et tout son plaisir, jusqu'ici, pour pouvoir protéger celle de Momo, qu'elle avait elle-même mise en danger quand elle l'aimait moins. C'est trop mignon, c'est trop touchant, c'est super humain, c'est trop agréable. Sur le même genre de thématique, l'extraterrestre en intérim est plutôt gentil lui, il est juste en intérim, il faisait juste, son boulot et donc Okarun le boss qui a un grand cœur et qui fait tomber toutes ses dames, est prêt à lui apporter son aide. J'aime bien cette boucle continue de solidarité entre les personnages et entre les futurs alliés ou ennemis qu'ils vont rencontrer. Derrière, on a un petit chapitre qui sort un peu de nulle part, où on a un mannequin de l'école de sciences, ouais, est prêt à tout, à fuir dans tous les sens, à attendre très longtemps pour pouvoir, retrouver son amour et passer du temps, avec elle. Ça sort de nulle part, c'est pas plus intéressant que ça, c'est trop bizarre, mais ça fait un extrêmement bon exemple pour Okarun, qui a du boulot évidemment côté amour, d'autant plus quand il y a un nouveau rival qui arrive en ville. On découvre Gigi, il est hyper attachant, il est léger, il connaît le passé de Ayase, c'est son premier amour, il est beau, il est drôle, il est parfait en fait tout simplement, il est trop cool à suivre, et ça fait un gros rival et un gros mur à affronter dans un premier temps, peut-être à comprendre quand il sera un peu plus posé. C'est trop réussi. Franchement, toute la période d'introduction de l'œuvre, elle monte en puissance tout du long et elle marche super bien. C'est vraiment dommage pour les 2 premiers volumes. Après, on se retrouve avec des amis très bêtes. J'en parlerai dans 2 œuvres, parce qu'il a parlé et de la série, donc je pourrais parler dans 2 œuvres, et de Dandadan. Et derrière, on part dans la ville d'enfance de Gigi et ses différents mystères. Sa maison qui cache des trucs mystérieux, le fantôme qui semble le suivre, les habitants du village qui sont trop bizarres, plein de sujets dans tous les sens, toujours très humain, Eira vraiment dans le groupe et qui a sacrifié beaucoup pour y être, et des combats très réussis. Franchement, nickel, encore un S. Ensuite, j'ai enfin regardé un film depuis chez moi. Ça faisait un moment que c'est pas arrivé. C'est tombé sur Mac Walter. Peut-être que c'était pas forcément nécessaire. J'avais écrit dans la mini-critique que j'aime Mister V, mais que ça, c'était non. Peut-être que j'aime plus tant que ça Mister V en fait, hein. Parce que sa vidéo 11 rappeurs à ne pas suivre 2, je l'ai trouvée plutôt bien moyenne également. Donc je sais pas si je suis pas dans lui actuellement, si les 2 sont plutôt en deçà de ce qu'il sait faire, si bon, bah, il a fait son temps, je ne saurais pas vraiment dire. Parce que là, on est surtout là pour parler du film, pas pour analyser l'évolution de la carrière globale de Mister V. C'est, très décevant au niveau de l'humour et des idées malheureusement. Je n'ai soufflé du nez, que, 2 fois, ce qui est, très peu sur un film d'une bonne heure et demie, basé uniquement sur l'humour. Mention spéciale pour le déguisement, du personnage de Pollux. C'est ça qui m'a eu, 2 fois. C'est vraiment super con. Il y a une idée visuelle, il y a une idée de connerie immense et en même temps, bah, ça marche bien dans leur façon de penser pour ce qu'ils veulent faire. Je prends. Le reste, niveau humour, c'est pas ma came, mais ça peut arriver de se rater là-dessus. Le problème, c'est lié au timing. Le film est sorti littéralement en même temps que Il y a-t-il un flic, je sais plus comment il s'appelle, au cinéma, que je suis allé voir au cinéma et qui m'a fait kiffer. J'ai pas ri spécialement beaucoup plus, mais c'était beaucoup plus malin, c'était beaucoup plus poussé et beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de jeux. Là, c'est assez, fadasse et surtout, j'aime pas du tout la façon dont est fait l'humour global. On a, Freddy Gladieux, que j'aime beaucoup, nonobstant, qui fait constamment
tout le long du film des personnages en fond pour leur donner la même voix à tous et juste faire des gags nuls et vides en boucle pour qu'il y ait des gags toutes les secondes. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu un meilleur rythme de blagues ou des meilleures blagues au premier plan, avec des vraies bonnes idées. Pas des mini-blagues reloues tout le long en fond juste pour combler les vides. Et du coup, en dehors de cet humour qui n'est vraiment pas plus joueur que ça dans ses idées, je trouve que le film ne raconte pas grand-chose. Le personnage de Mac Walter n'est ni attachant, ni drôle, ni subversif. J'aime pas trop le suivre, malheureusement. Il est perdu, c'est un petit peu cocasse, mais c'est vraiment pas assez poussé. Il est très loin de moi. J'aime bien l'antagoniste principal. Ça n'a aucun sens qu'il soit encore là. Ça... Son lien avec le héros n'a aucun sens. Son blocage mental n'a aucun sens non plus. Dans l'idée, c'est pas si pire. Et bon, alors, c'est un film humoristique, donc on n'est pas vraiment là pour ça. Mais le fait que Pollux change hyper vite d'avis sur Mac Walter en le passant de je suis ton plus grand fan à je te déteste, faut me mettre en prison à je suis ton plus grand fan. Donc il change d'avis 2 fois, ça vient de nulle part et c'est très rapide à chaque fois. Ça, c'est chiant. T'as moyen de le faire soit de manière gaguesque, soit de manière normale et progressive. Là, c'est juste fait de manière rapide, sans gag, ce qui fait que c'est trop bizarre. Et surtout, ben, bravo d'avoir rassemblé tout ce casting, hein, très bonne tripotée d'acteurs que j'aime beaucoup. Mais ben, pour ce résultat-là, c'est une grosse déception de bout en bout. Ensuite, j'ai découvert la 5e et dernière saison de Stranger Things. J'ai regardé l'épisode 1 le 29 décembre, le 2 le 30 décembre, le 3 le 31 décembre, petite pause pour le nouvel an, et fin du chapitre 1 le 2 janvier. Ensuite, le chapitre 2, je me le suis fait l'épisode 5 le 2 janvier, les épisodes 6 et 7 le 3 janvier, et la troisième partie, l'épisode final, le 4. Donc ça fait que je me suis regardé la série de cette fin d'année du 27 au 4 avec 2 fois 2 épisodes et tout le reste en un épisode par jour. C'est un bon compromis, je pense, entre tout binge-watch parce que c'est une dinguerie de faire ça. Hein, ceux qui ont vu les 4 épisodes de la première partie d'affilée, par exemple, ça c'est une singerie. Je sais que cette saison finale a beaucoup déçu, la fin encore plus. Alors, en règle générale, les dernières saisons sont très mal vues, et les fins d'œuvre en général, parce que c'est difficile de dire au revoir au personnage sans être un gros bébé cadeau qui fait «Oh, c'est pas ce que j'attendais, c'est de la grosse merde du coup!» C'est pas une solution miracle, mais moi, ce qui m'aide bien, c'est de n'avoir aucune attente pour les finales, et encore plus quand ça concerne une série qui n'a jamais été bien. Stranger Things, j'ai commencé à l'été 2019. J'ai vu les saisons 1 et 2 quasiment d'affilée au début de l'été. J'ai vu la saison 3 à la fin de l'été quand elle a fini de sortir. J'ai vu la saison 4, plus ou moins avec ce rythme comme pour la saison 5, à sa sortie. Et là, la saison finale. Les saisons 1 et 2, je les trouve oubliables. Et en reflétant un peu pour la série, j'avais oublié à quel point c'était des gros bébés les personnages à cette époque-là. Et je crois que c'est surtout ça qui m'éloignait un peu de la série. Trop thriller, trop des bébés, c'est pas vraiment ce qui me parlait le plus. Gros coup de cœur pour la saison 3, le personnage de Billy, qui est trop cool. Euh, L'époque qui est vraiment bien marquée dans cet épisode-là, dans cette saison-là. Une vraie ambiance, à part. Robin, évidemment, qui apparaît, qui est trop cool. L'apparition du Steve Dustin, qui est le meilleur duo de la série. Erika, qui est présente dans la saison 3. Plein de trucs trop bien de la série viennent de la saison 3. Plein de trucs trop bien que j'aime de la série viennent de la saison 3. Donc ça fait que c'est largement un préféré.
Parce que saison 4, c'est juste, enfin, c'est la même chose, mais en séparant trop les équipes et en voulant faire tout en immense. Et avec un système global qu'on a bien compris, on ne tue personne sauf le personnage ajouté de la saison. Et là, on prend les mêmes et on recommence. Donc finalement, trop intimiste et trop jeune, les saisons 1 et 2. Trop de personnages et trop grandiloquent les saisons 4 et 5. Et la saison 3, le parfait juste milieu, dans la tranche d'âge, dans l'ambiance et dans les enjeux. Et après, bah, c'est normal que la saison 3 soit celle que je préfère, vu que c'est celle qui est la moins aimée. Et donc si forcément ça plaît moins aux gens qui sont fans de Stranger Things, ça se tient que moi qui suis pas fan, ce soit un préféré, parce que c'est pas les mêmes choses dedans. Au lieu de parler de ces 6 ans et demi qui sont écoulés et qui m'ont fait un passement au cœur en ayant terminé la série, franchement c'était fou. Je suis pas attaché à Stranger Things, je viens de vous dire. Mais le fait que ça m'ait fait 6 ans et demi de voyage avec moi, donc quasiment toute ma période Komorebi, quasiment toutes mes études sup et ce que je fais depuis. Genre, je faisais même pas d'escalade à l'époque, par exemple. Il y a plein de séries que j'ai adorées qui se sont quasiment terminées là. Genre How to Get Away with Murder et BoJack Horseman, qui ont vu leur saison 6 et finale en 2020. Et je n'ai revu aucun épisode depuis de ces deux séries, alors que je les adore, tu vois. Ça m'a fait un gros retour en arrière, et j'ai fait un bad trip nostalgique le dimanche soir juste avant la rentrée là. Waouh, c'était horrible. Le début de la nuit a été long. Cette saison 5, je vais peut-être me lancer un moment, on va peut-être faire vite. Je sais que la partie 1 a déçu les gens parce qu'elle était lente. Elle est effectivement lente, mais ça réintroduit bien les personnages, les enjeux et les relations importantes de cette saison. C'est plutôt bien mis en place et ça marche bien. Je sais que la partie finale a déplu parce qu'elle était rush. C'est vrai qu'elle est rush, effectivement. On passe très vite du combat final qui a été introduit longtemps et qui dure pas longtemps à la conclusion, qui a la bonne longueur, je trouve. Mais le global est assez rush. Mais ça reste assez bien. Il y a plein de moments dans la saison qui sont incohérents, qui sont stupides, qui sont faciles au possible, parce qu'il y a d'énormes dangers derrière. Un pont entre deux mondes, Vecna surpuissant et caché, le flagelleur qui est encore dans les parages, plein de démo-créatures, des flics dans tous les sens, des enfants qui sont même pas contrôlés par Vecna, mais qui sont sous son emprise mentale, ce qui est une belle évolution qui marche bien avec le personnage. Mais bon bah, quand il y a beaucoup de difficultés, il faut être trop chiant. Genre faire des fausses morts avec un fondu au noir dégueulasse et un sauvetage évident et facile. Te faire étrangler par une créature, mais en fait, bon après ça va, t'arrives à faire diversion facilement et à t'échapper. Et plein de trucs comme ça qui rendent tout beaucoup trop facile et trop lisse, c'est un petit peu dommage. Et surtout, ben il y a beaucoup trop de monde, évidemment. La fiche montre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 personnages. 20 personnages à mettre en avant, à faire évoluer, à conclure. Il y en a qui vont être plus rushés que d'autres, on va pas se le cacher. Parce que ben, Karen a enfin ses moments de gloire, elle est enfin utile et prise en compte, ça sort de nulle part. L'enfant là qu'ils utilisent dans leur plan, Darek, j'avais vu qu'ils en parlaient, que beaucoup de monde en parlait, il est inutile. Waouh, c'est dingue. Dans le vrai monde, il leur sert un peu leur plan, il apprend tout ça, mais une fois qu'il passe dans l'autre monde et qu'il pourrait être un allié utile à Oli et à Max, le personnage disparaît. Et tu te dis, peut-être que c'était inutile, qu'on aurait pu le retirer. On aurait perdu quelques gags un peu mignons, mais on aurait gagné du temps d'écran pour les autres personnages. Par exemple pour Erika, qui n'a rien de la saison. Pour les soldats, qui sont juste chiants et présents pour faire des obstacles en plus. Il n'y a pas vraiment d'ambiance spécifique, alors qu'on aurait pu avoir un truc spécial pour la saison finale, mais comme tout est centré que sur Hawkins sur même pas 2 jours,
Et ben, on n'a rien de spécial, rien de spécialement attachant, pour le coup, c'est très dommage. Mais on a aussi plein de très bonnes choses. La relation entre Will et Robin, qui sort de nulle part, elle a jamais eu lieu avant, mais d'un coup ils sont très proches, ils sont très ouverts l'un à l'autre, ça les fait évoluer tous les deux, c'est très intéressant. Et ça se sert de mon personnage préféré pour faire évoluer Will, qui jusqu'ici m'indifférait au plus haut point parce qu'il n'a jamais existé, hormis étant moteur parce que disparu, moteur parce que contrôlé, puis inexistant. Le Dustin Steve marche très bien aussi. Ils sont très mignons à chaque fois, parce que c'est un duo qui est très compliqué dans une mauvaise passe. Dustin est très énervé contre tout le monde, il est endeuillé, personne l'écoute, il est très mal dans sa vie. Et t'as son grand frère le plus proche, son meilleur ami littéralement, parmi ceux encore en vie, qui n'est pas là, qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à suivre. C'est facile pour créer de la difficulté entre eux et des petites embrouilles à la con, mais ben c'est touchant, et ça marche bien pour moi. Le Holy Max est très cool aussi, ça sort un peu de nulle part, encore une fois, Max ça sert de porte d'entrée, pourquoi pas, pas Max, Holly ça sert de porte d'entrée, ça sort de nulle part, on l'ajoute, mais elle et Max sont courageuses, elles se battent littéralement dans la tête de celui qui les emprisonne, contre ses propres idées, c'est trop dur, mais elles sont là, elles se battent, ça marche bien. Le coming out, excellentissime. Je ne comprends pas quand c'est l'épisode le moins bien noté de la saison et le deuxième pire de la série, avec le seul bon épisode de la saison 2. L'épisode sur 8 de la saison 2 et l'épisode sur Will qui fait son coming out sont trop bien. C'est les moins bien notés de leur saison, alors que c'est les meilleurs largement. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ça marche trop bien. L'ennemi appuie là où ça fait mal depuis le début. Alors, se libérer de ce qu'on cache depuis tout ce temps, aidé par une relation qu'on a eue dans le reste de la saison, et aidé par cette nouvelle force qu'il a trouvée en lui, ça marche trop bien, c'est touchant, c'est humain, tout le monde le suit, c'est Mimi. Le final des 4 ados m'a eu également. Donc le Steve, Jonathan, Nancy, Robin m'a eu. C'est eux qui me parlent le plus depuis le début. C'est eux qui collent le plus techniquement à mon âge niveau personnage. Même si du coup je suis un petit papy quand même. Mais cette idée de commencer à entrer dans la vie active, de vouloir rester ou pas dans sa ville, d'être trop fan de ses potes avec qui on a vécu les plus grandes aventures, même si les relations s'éloignent, c'est toujours un lien qui sera indéfectible, qu'il faut essayer de continuer, mais c'est trop dur à continuer. Ça me parle, ça m'est trop bien. Le discours de Dustin à la toute fin, qui est trop touchant aussi, qui montre son évolution dans la saison, et la fin de son deuil. Le final sur D&D, ça marche très bien, bonne boucle bouclée, je prends. Tous les sujets autour de l'acceptation de la peur et de la peur, qui sont liés donc à Vecna, qui sont très intéressants parce que même lui est concerné, parce qu'il a un long moment où il doit essayer d'affronter ses propres souvenirs qui l'ont créé. La prestance de Vecna aussi, et évidemment. Il est très présent, il suit partout, il a un gros contrôle mental sur les enfants, et il a une fin un peu naze. En dehors de ça, c'est vrai que le reste était un peu trop vide, un peu trop long, un peu trop raté, un peu trop inexistant. Pour moi, le final de ces 6 ans et demi était tout à fait au niveau. Et je ne comprends pas les théories autour d'un possible vrai dernier épisode, juste parce que la fin qu'on a eue te convient pas. C'est terrifiant d'en arriver à ce niveau-là de fanatisme sur une série, et de refus catégorique de résultats possibles. Que t'aies pas aimé, j'entends. Que c'est pas convenu de tes attentes parce que t'en avais trop, j'entends. Mais que t'en sois au point d'inventer des théories comme quoi il y a un vrai épisode final qui expliquerait pourquoi celui-là est nul, ça c'est une dinguerie d'en arriver là. Et le pire, c'est qu'on a fait une soirée entre copains un vendredi dernier, que j'ai revu un camarade que j'ai pas vu depuis 2 ans, qui a dit que le final puait la merde, j'entends, mais que lui il croyait dur comme fer à la théorie du vrai 9ème épisode, et là j'étais en mode, ah ça c'est pas bien ça.
Et il a enchaîné, ce que je vous le disais tout à l'heure, sur le fait que Dan Dadan puait la grosse merde. Ah non. Tu peux pas trouver ça nul. C'est pas recevable en étant aussi fermé sur Stranger Things. Au secours. Voilà, du coup après, j'ai arrêté de parler, je suis allé me coucher. Moi je suis pas content, moi je parle pas aux gens qui sont méchants. Voilà, un A. Bye bye Stranger Things. Et enfin, on va terminer ce long épisode. J'en suis à 1h40 d'enregistrement. Bon, j'ai pas un pet de jeu dans la gorge parce que j'ai fait un sacré nombre de longues pauses, on va pas se le cacher. Mais bon, là, il va quasiment être 20h, et donc j'aimerais bien passer à la suite de la soirée à un moment. Parce que pour l'instant, j'ai juste rangé mes courses et je suis sur l'enregistrement de mon épisode, hein, ma soirée actuellement. Mais bon, bah, il fallait bien ça pour finir de se mettre à jour. Mais ouais, je suis pas très efficace quand j'enregistre, je crois. C'est toujours à 1h30 d'enregistrement pour 40 minutes d'épisode, globalement. Bref, Dan Dan volume 5, encore une fois, une grosse réussite. Gigi et Okarun se découvrent un peu plus. Ils, notamment Okarun, passent au-dessus des apparences et de sa rivalité futile pour comprendre un peu plus le personnage, comprendre pourquoi il est attachant, comprendre ses problèmes et finir par se rapprocher un petit peu. Et il ne va pas y avoir le choix, puisqu'il découvre une salle bizarre qui est collée à la maison, mais qui n'a aucune porte pour la rejoindre, et poussée en avant par la famille qui gère la propriété et toute la zone, qui fait des sacrifices humains régulièrement pour un dieu serpent qui sont les seuls à vénérer, alors qu'ils se pensent indispensable pour sauver la zone du danger du dieu serpent et du volcan. Voilà, ça montre bien le danger des croyances, c'est pertinent avec le manga et ses différents sujets. Pendant ce temps-là, on a Momo qui passe au temple, elle découvre un personnage qui est bizarre, et elle passe au onsen, où on a une onsen terrifiante, puisqu'on a littéralement 4 ou 5 prédateurs sexuels avec un visage horrible qui essaye de l'attraper. Euh, on avait dit qu'il y avait moins de scènes de cul. Bon, là, c'est de manière dangereuse, c'est pertinente, c'est pas montré de manière sexy. C'est pas la première fois qu'ils font ça d'ailleurs. Grosse scène, on va dire. Et derrière, on a donc tout le monde face au dieu serpent, parce que celui-ci, c'est une créature qui est juste dangereuse, donc il s'en bat les couilles des sacrifices, veut juste attaquer tout et tout le monde. Comme quoi, les croyances, ça sert à rien. Et il a un pouvoir sacrément terrifiant. Il pousse littéralement les personnages qu'il rencontre au suicide. C'est extrêmement fort sur les humains et extrêmement dangereux. Ça explique donc pourquoi Gigi se retrouve seul, pourquoi est-ce que c'est un danger de vivre dans les parages. On comprend comment il a survécu grâce au fantôme qui le suit partout, qui a l'air d'être un esprit extrêmement puissant, qui finit par prendre son contrôle après lui avoir raconté son histoire touchante, d'être un simple enfant qui veut jouer, mais qui n'a jamais eu cette chance car il a toujours été enfermé parce qu'il faisait trop peur de base. Et quand de base, ben, tu fais peur, tu ne peux pas tenter ta chance, et tu as une sacrée vie de merde. Très bon tome, qui lance bien tous les mystères de cet arc du village de Gigi. Ça le fait de manière très rythmée. Ça, évidemment, il y a plein de sujets tout le temps, ça va d'un bout à l'autre, ça va très vite. De manière très fun. L'évolution de la relation entre Gigi et Okarun, c'est fun. Les character design, c'est fun. C'est très prenant, il y a des enjeux très vite, il y a des scènes très dures, le onsen, l'œil maléfique, et surtout de manière très humaine. Les personnages sont attachants, les personnages sont bien liés entre eux, et ils sont trop mignons. Encore, évidemment, un très beau S. De ce côté-là, il est. Et voilà qui conclut enfin cet épisode.
et qui termine notre gros marathon pour être à jour sur cette émission. Parce que vous allez voir ça dimanche 25. Vous allez voir un épisode mercredi prochain, que moi j'ai déjà enregistré il y a une semaine et quelques. Vous allez voir un épisode vendredi, que moi j'ai terminé d'enregistrer lundi, il y a 2 jours, il y a 3 jours. Et ensuite, on se retrouvera ensemble avec le bon rythme, parce que je vais enregistrer l'épisode de la semaine 4 au cours de cette semaine-là, entre ce soir et lundi soir au max, pour une diffusion pour vous, dimanche prochain, 1er février. Et ensuite, on aura le rythme normal. Je découvre des œuvres pendant une semaine, j'enregistre petit à petit en faisant un dernier mini rush le lundi si c'est pas terminé, et vous voyez ça le dimanche de la semaine d'après. Et donc si on est à jour de ce côté-là, bon, il va falloir que je me mette à jour sur les œuvres de cette semaine. Pour l'instant, j'ai lu 4 mangas, j'ai parlé de 0. Mais j'aurai du temps pour faire d'autres trucs en tant que Komorebi. On verra bien où ça va nous mener. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Je vous donne donc rendez-vous mercredi 28 à 15h pour l'épisode sur la semaine 2, vendredi à 15h pour l'épisode sur la semaine 3, et dimanche à 15h pour l'épisode sur la semaine 4, où on sera donc à jour avec le même rythme. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à Comoré bientôt!